Chaque matin, des millions de personnes se plongent dans le même fleuve pour se purifier de leurs péchés. Elles boivent son eau. Elles amènent leurs proches agonisant sur ses rives. Elles croient qu'il leur accorde la vie éternelle. Les scientifiques, eux, le qualifient de l'un des fleuves les plus contaminés de la planète. Et pourtant, les deux ont raison. Voici le Gange. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi rien de ce qui le concerne n'est simple. Ni la foi, ni la souillure, ni la mort. Et encore moins l'étrange et troublante vérité qui réside quelque part à l'intersection de ces trois éléments. 10e sur notre liste, et déjà les chiffres donnent le vertige. Le Gange. Prononcez ce mot devant 1 milliard de personnes et vous verrez quelque chose bouger dans leur regard. Pas la peur, pas le dégoût. Quelque chose qui s'apparente davantage à la vénération, celle qui court-circuite toute logique et s'ancre profondément dans la poitrine, au plus intime de l'être. Le fleuve s'étend sur 2500 km à travers le sous-continent indien. Il prend sa source dans les glaces de l'Himalaya, si haut que l'air y est rare et le silence absolu. Il se jette dans le golfe du Bengale, englouti par l'océan, après avoir traversé l'une des régions les plus densément peuplées de la planète. Sur son chemin, il touche la vie de près de 400 millions de personnes, non pas métaphoriquement, littéralement. Leur eau de boisson, leur eau pour se laver, leur eau pour cuisiner. L'eau près de laquelle leurs enfants naissent et l'eau à laquelle leur corps retourne quand la vie s'achève. Pour les hindous, le Gange n'est pas qu'un simple fleuve, c'est Ganga, une déesse sous forme liquide, descendue du ciel pour purifier la terre. Des textes anciens décrivent ces eaux comme l'amrita, le nectar d'immortalité. S'y baigner, c'est laver les péchés de toute une vie. Boire son eau au moment de la mort, c'est être entièrement libéré du cycle des renaissances. Ce n'est pas un folklore réservé aux villages ruraux. C'est une foi vivante, pratiquée quotidiennement par des centaines de millions de personnes éduquées et modernes, des médecins, des ingénieurs, des enseignants, qui ne voient aucune contradiction entre la science et le sacré. Et c'est là que l'histoire devient dérangeante. Ce même fleuve qui porte les prières porte aussi ce que ces prières laissent derrière elles. Les eaux usées de centaines de villes se déversent dans le Gange, en grande partie non traitées. Les rejets industriels de milliers d'usines colorent ces eaux de teintes qui n'ont pas de nom dans la nature. Le ruissellement agricole chargé de pesticides s'écoule des champs qui nourrissent un continent. À certains points de son cours, le fleuve reçoit plus de déchets que d'eau. Chaque année, des dizaines de millions de pèlerins se rendent sur ces rives pour des festivals comme la Kumbh Mela, le plus grand rassemblement humain sur Terre. Au plus fort de l'affluence, le nombre de personnes se baignant sur une seule portion du fleuve en une seule journée dépasse la population entière de nombreux pays européens. Chacun entre dans l'eau en croyant en ressortir purifié. Spirituellement peut-être. Physiquement, les données racontent une toute autre histoire. Les propres stations de surveillance du gouvernement indien ont enregistré des niveaux de contamination bactérienne à certains points du Gange qui dépassent les limites de sécurité par des facteurs qui ne sont pas faciles à lire sans un instant d'arrêt. Nous ne parlons pas d'un risque légèrement élevé. Nous parlons d'une eau qui, selon toute norme internationale, ne devrait pas toucher la peau humaine, encore moins être consommée. Et pourtant, chaque matin, avant que le soleil ne soit pleinement levé, les ghats se remplissent de gens. Ils puisent l'eau à pleines mains. Ils la versent sur leur tête. Ils ferment les yeux. Le Gange ne fait pas de distinction entre les fidèles et les fragiles. Il ne l'a jamais faite. Ce qui en fait l'entrée la moins effrayante de notre liste, c'est simplement l'échelle. Elle est si gigantesque, si profondément tissée dans la civilisation humaine, que l'esprit refuse presque de la considérer comme un danger. Cela ressemble plus à un phénomène météorologique, à de la géographie.
à quelque chose qui est, tout simplement. Cet instinct, il s'avère, est précisément le problème. Le fait que vous regardiez une vidéo comme celle-ci en dit déjà long sur votre façon de penser. Vous n'êtes pas du genre à détourner le regard quand la réalité devient inconfortable. Alors, permettez-nous de vous poser une question, alors que nous sommes encore au 10e point. Si vous croyez sincèrement que cette eau pouvait sauver votre âme, y mettriez-vous les pieds quand même? Écrivez votre réponse ci-dessous. Nous lirons avec attention. Numéro 9. Parlons de ce qui se trouve réellement dans l'eau, pas en termes abstraits, pas dans le langage des rapports environnementaux qui se noient dans le bruit ambiant après le 3e paragraphe, mais en termes concrets, le genre qui vous fait instinctivement reculer de l'écran. Lorsqu'un pèlerin pénètre dans le Gange, à l'un des grands lieux de baignade, Varanasi, Allahabad, Haridwar, et que l'eau atteint sa bouche, ce qui est inévitable, il ingère un mélange qu'aucun laboratoire au monde ne classerait comme sûr pour le contact humain. Sans parler de la consommation, et encore moins de l'immersion corporelle totale exigée par le rituel. Commençons par les bactéries. La mesure standard de la salubrité de l'eau est le nombre de bactéries coliformes fécales par 100 millilitres. L'Organisation mondiale de la santé fixe la limite de sécurité pour l'eau de baignade à moins de 200 unités. À plusieurs points le long du Gange, des chercheurs indépendants ont enregistré des chiffres dépassant 1 million d'unités par 100 millilitres. Ce n'est pas une erreur de frappe. C'est 5000 fois au-dessus du seuil à partir duquel l'eau est considérée comme dangereuse. Sur certains sites, pendant la période de pointe des pèlerinages, les chiffres grimpent encore plus haut. Mais les bactéries ne sont que le début. Le bassin du Gange abrite des centaines de tanneries, des installations de traitement du cuir qui fonctionnent depuis des générations le long des berges. La ville de Kanpur, à elle seule, abritait autrefois plus de 400 d'entre elles, dans un unique corridor industriel. Les tanneries utilisent du chrome dans leur processus, du chrome hexavalent, plus précisément, un composé classé comme cancérogène humain avéré, la même substance au centre de l'une des plus célèbres poursuites judiciaires environnementales de l'histoire américaine. Pendant des décennies, les déchets de tannerie se sont déversés, plus ou moins directement, dans le fleuve. Les sédiments, le long de certaines portions du Gange, contiennent des concentrations de métaux lourds, chrome, plomb, mercure, arsenic, à des niveaux qui contaminent tout ce qui y pousse, en bois, ou le touche simplement assez longtemps. Ensuite, il y a les produits pharmaceutiques. L'Inde est l'un des plus grands producteurs mondiaux de médicaments génériques. Et le bassin du Gange est parsemé d'usines de fabrication. Les rejets de ces installations introduisent des composés pharmaceutiques actifs directement dans le fleuve. Antibiotiques, hormones, antifongiques, à des concentrations suffisamment élevées pour être mesurées sans équipement sophistiqué. Des poissons pêchés dans certaines portions du fleuve se sont avérés contenir des niveaux détectables d'antibiotiques dans leurs tissus. Il a été démontré que l'eau en aval des zones pharmaceutiques interfère activement avec les systèmes hormonaux de la vie aquatique. Imaginez maintenant une enfant, âgée de 7 ans, amenée par sa famille au festival. Elle est soulevée et plongée dans l'eau par son père, qui rit, qui a fait ce voyage toute sa vie, qui a été amené ici enfant par son propre père. L'eau est brune, chaude, et sent quelque chose qu'elle ne peut nommer. Elle lui entre dans les yeux, elle lui entre dans la bouche, elle la recrache et rit aussi, car tout le monde autour d'elle est joyeux, et le moment
est sacré. Son corps traitera ce qu'il peut, son système immunitaire combattra ce qu'il reconnaît. Et une partie de ce qui est entré en elle, les composés, les résidus, les passagers microscopiques, restera. Ce n'est pas un argument contre la foi. La foi n'est pas le sujet ici. Le sujet est l'eau. Plus précisément, l'écart profond et grandissant entre ce que l'on croit que le Gange est et ce qu'il est, mesurablement, chimiquement, biologiquement. Aux endroits mêmes où cette croyance est la plus intensément pratiquée. Les pèlerins continuent de venir. Les festivals continuent de se développer. Et le fleuve continue de recevoir tout ce que 400 millions de personnes y déversent, jour après jour, année après année, sans aucun signe de ralentissement. La 8e position nous révèle un fait qui bouscule toutes vos certitudes sur ce qui coule dans ce fleuve. Le Gange ne transporte pas seulement de l'eau. Il transporte les morts. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie, c'est une réalité quotidienne, à une échelle industrielle, et ce, depuis des milliers d'années. Dans la tradition hindoue, la crémation est le rite de passage fondamental pour le défunt. Le feu libère l'âme, rompt l'attachement au corps physique et permet à l'esprit de poursuivre son voyage. Les cendres et tout ce qui reste après le bûcher sont ensuite confiés au Gange. Cette pratique est si fondamentale, si incontournable pour des centaines de millions de personnes, que le fleuve a, de fait, fonctionné comme un cimetière continu depuis plus longtemps que l'existence de la plupart des civilisations. L'ampleur est stupéfiante. Les estimations suggèrent qu'entre 40 000 et 50 000 crémations ont lieu chaque année sur les rives du Gange, rien que sur les ghats principaux. Ce chiffre ne tient pas compte des innombrables cérémonies plus modestes en bord de fleuve, menées sur des sites moins connus le long de ces 2500 km de cours. Il ne prend pas non plus en compte les villages, les rives éloignées, ni les bûchers informels construits à l'aube par des familles trop pauvres ou trop éloignées d'une ville pour faire autrement. Et la crémation, il faut le dire, est rarement complète. Un bûcher traditionnel à bois brûle pendant plusieurs heures et nécessite une quantité importante de bois de chauffage, plus que de nombreuses familles ne peuvent se permettre. Le résultat, dans un nombre considérable de cas, est une crémation partielle. Des os, des tissus, de la matière que le feu n'a pas entièrement consumée. Tout cela est de toute façon confié au courant. Mais la crémation n'est pas la seule tradition qui apporte des restes humains au Gange. Dans la pratique hindoue, certaines catégories de personnes sont considérées comme déjà pures au moment de la mort et ne nécessitent donc pas la purification par le feu. Les hommes saints, les sadhus, les enfants de moins d'un certain âge, les femmes enceintes, les victimes de morsures de serpents, historiquement. Pour ces individus, la tradition a longtemps été l'immersion directe dans le fleuve, le corps lui-même, lesté de pierre ou simplement relâché dans le courant, rendu entier à la déesse. Les chiffres liés à cette pratique sont véritablement difficiles à vérifier, précisément parce que cela se produit discrètement, à des heures insolites, dans des endroits où aucun officiel n'est présent pour compter. Mais les études environnementales du Gange ont systématiquement trouvé de la matière organique dans l'eau qui ne peut être expliquée uniquement par les déchets animaux ou le ruissellement agricole. Le fleuve sait ce qu'il reçoit. Considérons maintenant la géographie. Le Gange coule à travers certaines des terres les plus densément peuplées de la Terre. Les villes qui bordent ses rives sont loin d'être petites. Varanasi seul attire des millions de visiteurs par an,
dont beaucoup viennent spécifiquement pour se baigner dans une eau qui, quelques kilomètres en amont seulement, a reçu les restes des morts. Il y a un ponçon particulier du fleuve, près de Varanasi, où le courant ralentit, où l'eau, lors des matins calmes, semble à peine bouger, où la fumée des gâtes de crémation flotte bas au-dessus de la surface, et où les cendres se déposent sur l'eau comme une neige grise. Les pèlerins s'y baignent aussi. Ils recueillent cette eau dans leurs mains, la versent sur leur tête et remercient pour le privilège de toucher quelque chose de sacré. Le Gange contient tout cela, les prières, les cendres, le chagrin et la foi, sans distinction, sans jugement, sans fin. C'est soit la chose la plus réconfortante que vous ayez jamais entendue, soit la plus troublante. Peut-être les deux. La 4e place est décernée au gars de la mort, le feu éternel de Varanasi. Si les précédentes entrées parlaient de chiffres et de chimie, celle-ci concerne un lieu bien réel, avec une odeur, un son et une chaleur que les visiteurs décrivent des années plus tard avec les mêmes mots, presque sans exception. Je n'étais pas préparé. Varanasi est l'une des villes les plus anciennes de la Terre, habitée sans interruption. Certains historiens situent ses origines à il y a 3000 ans. D'autres remontent encore plus loin. Ce qui est certain, c'est que des gens ont vécu, sont morts et ont brûlé leurs défunts sur cette courbe particulière du Gange plus longtemps que Rome n'a existé, plus longtemps que le concept d'Europe en tant qu'idée géographique, plus longtemps que la plupart des grandes religions du monde sous leur forme actuelle. La ville compte 88 ghats, des escaliers de pierre descendant des rues anciennes jusqu'au bord du fleuve. La plupart sont utilisés pour le bain, la prière, pour les petits rituels quotidiens qui structurent la vie le long du Gange. Mais 2 d'entre eux servent à un tout autre usage. Manikarnika et Harishchandra sont les ghats crématoires. Et ils ne s'arrêtent jamais. Jour et nuit, sans pause, sans week-end, sans jour férié. Les bûchers brûlent à Manikarnika. La fumée est permanente, une colonne grise qui s'élève au-dessus des toits de Varanasi à toute heure, visible depuis le fleuve, détectable dans l'air à un demi-kilomètre de distance. L'odeur est quelque chose que les visiteurs peinent à décrire, sans tomber dans le détachement clinique ou l'exagération dramatique. Elle est dense. Elle est douce d'une manière qui dérange. Elle tapisse le fond de la gorge et y reste longtemps après avoir quitté les rives du fleuve. Les travailleurs qui entretiennent les bûchers s'appellent les Dhoms, une caste dont le devoir héréditaire est de s'occuper des feux des morts. Ils effectuent ce travail depuis des générations. Ils connaissent le bois, la quantité nécessaire, le type qui brûle le plus proprement, le temps que chaque bûcher doit être surveillé avant que la famille ne puisse récupérer ce qu'il en reste. Ils négocient les prix. Ils gèrent les files d'attente, car il y a toujours des files d'attente. Un jour ordinaire, entre 80 et 100 corps sont incinérés à Manikarnika seulement. Les jours fastes du calendrier hindou, ce nombre augmente. La logistique est gérée avec l'efficacité sereine d'une longue pratique. Les corps arrivent enveloppés de tissus, portés sur des brancards en bambou à travers les ruelles étroites de la vieille ville, accompagnés de chants. Ils sont brièvement plongés dans le Gange avant que le bûcher ne soit allumé. Le fleuve les reçoit avant le feu. Ce qui rend Manikarnika particulièrement captivant et spécifiquement troublant est la légende attachée à sa flamme centrale.
Selon la tradition, le feu utilisé pour allumer chaque bûcher à Manikarnika brûle sans interruption depuis 3500 ans. On dit que c'est la flamme originelle, jamais éteinte, transmise de bûcher en bûcher à travers les millénaires. Les familles paient pour que les bûchers de leurs proches soient allumés spécifiquement à partir de cette flamme. Mourir à Varanasi et brûler à Manikarnika avec ce feu est considéré comme l'une des sorties les plus spirituellement significatives qu'un être humain puisse faire. Savoir si cette flamme a réellement brûlé sans interruption pendant tout ce temps relève de la foi plutôt que de l'archéologie. Ce qui n'est pas une question, c'est l'effet que procure le fait de se tenir au sommet des escaliers du Ghat à minuit et de regarder 6 bûchers brûler simultanément en contrebas, le fleuve noir derrière eux, la fumée s'élevant vers un ciel sans étoiles, et de comprendre que cette scène, exactement cette scène, est visible de cet endroit précis, chaque nuit, depuis plus longtemps que l'esprit ne peut le concevoir. Les touristes viennent regarder, personne ne les en empêche. Les appareils photos sont techniquement interdits, mais la frontière entre témoins et spectateurs s'estompe rapidement dans un lieu où la mort est publique depuis 3 millénaires. Les gens mangent de la cuisine de rue sur les marches supérieures. Des enfants jouent à proximité. Un chien dort à 10 mètres d'un bûcher actif, imperturbable. La vie et la mort partagent le même escalier étroit à Varanasi. Elles l'ont toujours fait, et le fleuve, en bas, les accueille toutes deux, comme il l'a toujours fait, sans commentaire. La 5e place revient à une histoire qui a transformé un fleuve en une machine à tuer mondiale. Nous sommes en 1817. Une fête religieuse sur les rives du Gange attire des centaines de milliers de pèlerins venus de tout le sous-continent indien. Ils se baignent ensemble, prient ensemble, mangent ensemble et boivent la même eau. Puis ils rentrent chez eux, au Bengale, à Bombay, à Delhi, vers les ports et les routes commerciales qui relient l'Inde au reste du monde. Ils emportent quelque chose avec eux. En quelques mois, une maladie qui était auparavant largement confinée au sous-continent indien commence à se propager. Elle suit d'abord les routes de pèlerinage, puis les routes commerciales, puis les lignes d'approvisionnement militaire de l'armée coloniale britannique. En 1823, elle a atteint le Moyen-Orient. En 1830, elle est à Moscou. En 1832, elle tue des gens à Paris, à Londres, à New York. La première pandémie de choléra, la première des 7, avait pris son origine lors d'un festival sur le Gange. Le choléra est causé par une bactérie nommée Vibrio cholerae. Elle vit aisément dans une eau chaude, stagnante ou à faible courant, riche en matières organiques. Elle prospère précisément dans les conditions que de grands rassemblements humains créent le long d'une rive de fleuve. Des milliers de personnes se baignant, se lavant et utilisant la même source d'eau simultanément, sans aucune infrastructure sanitaire capable de gérer un tel volume. Le Gange, pendant la saison des pèlerinages, est sans doute le plus parfait incubateur naturel pour cet organisme qui existe sur Terre. Le mécanisme est simple et impitoyable. Une personne infectée entre dans l'eau. La bactérie se disperse. Des centaines de personnes boivent en aval. La période d'incubation est courte, parfois aussi peu que quelques heures. Les symptômes apparaissent avec une rapidité et une violence choquantes. Le corps perd ses fluides plus vite qu'ils ne peuvent être remplacés. Sans traitement, la mort peut survenir en l'espace d'une seule journée après l'apparition des premiers symptômes. Et au XIXe siècle, un traitement digne de ce nom n'existait pas. Ce qui a rendu le choléra particulièrement catastrophique, ce n'était pas seulement sa létalité, mais aussi sa rapidité, et cette rapidité a été rendue possible par le Gange. Le fleuve fonctionnait comme un système de distribution. Les pèlerins arrivaient des 4 coins de l'Inde, se baignaient dans l'eau porteuse de la bactérie,
puis se dispersaient à travers tout le sous-continent et au-delà, chacun d'eux étant un porteur potentiel, se déplaçant le long des routes, des fleuves et des voies maritimes qui reliaient le monde connu. 7 pandémies mondiales de choléra se sont produites depuis 1817. Les chercheurs remontent les origines de plusieurs d'entre elles à la même géographie, le delta et les lieux de pèlerinage du bassin du Gange. La 3e pandémie, qui a culminé dans les années 1850, a tué plus d'1 million de personnes rien qu'en Russie. La 6e a atteint l'Amérique du Sud. Chaque vague a commencé quelque part au chaud, quelque part où la population était dense, quelque part où la frontière entre l'eau potable et tout le reste avait effectivement cessé d'exister. La dernière épidémie majeure de choléra, liée au lieu de pèlerinage du Gange, est survenue non pas dans un passé lointain, mais dans les années 1960, de notre vivant. La souche El Tor, qui a provoqué la 7e pandémie, celle qui est encore en cours, a été détectée parmi les populations de pèlerins le long du Gange, avant de se propager vers l'extérieur par les mêmes routes ancestrales. Ce qui rend cette entrée différente des précédentes, c'est ceci. Le Gange n'a pas créé le choléra. La bactérie existait bien avant les pèlerinages, bien avant les villes, bien avant l'histoire documentée. Ce que le fleuve a créé, ce que la combinaison d'une géographie sacrée et d'un rassemblement humain massif a créé, c'étaient les conditions parfaites pour que quelque chose de local devienne mondial. Un horizon des événements biologiques, où un seul festival contaminé pouvait déclencher une chaîne de décès qui ferait le tour de la planète et coûterait des millions de vies avant de s'épuiser. Le fleuve ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne le sait jamais. En 6e position, et c'est ici que l'histoire cesse d'être un simple récit du passé pour devenir une réalité tangible. Une réalité qui pourrait bien couver au sein de quelqu'un qui a traversé votre ville la semaine dernière. Pendant des décennies, les scientifiques qui ont étudié le Gange se sont concentrés sur l'évidence. La contamination, les eaux usées, les rejets industriels. Des éléments qu'on pouvait mesurer avec des outils standards et décrire dans des rapports que les gouvernements pouvaient ignorer avec une confortable désinvolture. Puis, au début des années 2000, un autre type de chercheur a commencé à s'intéresser aux fleuves. Non pas des chimistes, mais des microbiologistes. Et ce qu'ils ont trouvé n'était pas un problème de pollution, c'était un problème d'évolution. Le Gange n'est pas seulement contaminé, c'est un laboratoire. Et il mène des expériences sans surveillance depuis très, très longtemps. Les conditions dans le fleuve sont, d'un point de vue bactérien, extraordinaires. Eau chaude, énorme charge organique, un contact humain constant apportant des micro-organismes de tous les coins du sous-continent. Et, point crucial, un déluge permanent et continu d'antibiotiques. L'Inde produit environ 30% des produits pharmaceutiques génériques mondiaux. Beaucoup de ces usines de fabrication sont situées dans le bassin du Gange. Pendant des années, les eaux usées de ces installations, contenant des composés antibiotiques actifs à des concentrations significatives, se sont déversées dans le fleuve avec un traitement minimal. Dans le même temps, des centaines de millions de personnes vivant le long du fleuve s'automédiquent avec des antibiotiques achetés sans ordonnance. Et les résidus métabolisés de ces médicaments traversent leur corps pour finir dans les eaux usées qui rejoignent le Gange. Le fleuve marine dans les antibiotiques depuis des décennies. C'est un problème
pour une raison qu'il faut un instant pour bien comprendre. Les bactéries évoluent. Elles le font plus vite que presque tout autre organisme sur Terre, car leur génération se mesure en minutes plutôt qu'en années. Lorsque vous exposez une population bactérienne à un antibiotique, la plupart des bactéries meurent. Mais, occasionnellement, l'une d'elles porte une mutation aléatoire qui lui permet de survivre. Ce survivant se reproduit. Sa descendance porte la même résistance. En quelques heures, vous avez une population de bactéries face à laquelle l'antibiotique est impuissant. C'est la résistance aux antibiotiques. Et c'est l'une des menaces les plus graves de la médecine moderne. Imaginez maintenant ce processus se déroulant en continu, au sein de milliards de bactéries, dans un fleuve de la taille du Gange, pendant 40 ans. Des chercheurs ayant prélevé des échantillons d'eau du Gange ont trouvé des gènes, des séquences génétiques spécifiques et identifiables qui confèrent une résistance aux antibiotiques de dernier recours. Ce ne sont pas les antibiotiques que les médecins prescrivent pour une otite. Ce sont les médicaments gardés en réserve pour les cas où tout le reste a échoué. Les carbapénèmes, la colistine, les armes de tout dernier recours dans la médecine infectieuse moderne. La résistance à ces médicaments, en milieu hospitalier, peut signifier qu'une infection devient intraitable. Pas seulement difficile à traiter, mais intraitable. Le gène le plus fréquemment cité dans la recherche sur le Gange s'appelle NDM1, New Delhi métallo-bêta-lactamase. Il a été identifié pour la première fois chez un patient en Suède en 2008 qui avait récemment voyagé en Inde. Depuis, on l'a retrouvé dans des échantillons d'eau, chez des patients hospitalisés et lors d'enquêtes environnementales sur chaque continent habité. Il rend les bactéries résistantes à presque tous les antibiotiques connus simultanément. On l'a trouvé dans le Gange des années avant de le détecter ailleurs. Le fleuve ne garde pas cette menace pour lui seul. Chaque pèlerin qui se baigne dans le Gange, puis prend un vol de retour, est un porteur potentiel. Non pas parce qu'ils sont malades, la plupart ne montreront aucun symptôme, mais parce que les bactéries résistantes peuvent voyager dans l'intestin humain sans provoquer de maladie, attendant un moment de vulnérabilité, une intervention chirurgicale, un système immunitaire affaibli, un séjour à l'hôpital, pour devenir une menace à laquelle la médecine moderne ne peut faire face. Le Gange a donné le choléra au monde au XIXe siècle. Au XXIe siècle, il pourrait exporter quelque chose de plus silencieux, de plus lent et, à long terme, considérablement plus dangereux. La 7e place revient à un échec si spectaculaire, si coûteux et si minutieusement documenté qu'il est devenu un cas d'école emblématique de ce qu'il ne faut pas faire pour sauver un fleuve. En 1986, le gouvernement indien a lancé le Ganga Action Plan. Il fut annoncé avec le genre de tapage médiatique qui accompagne une ambition véritablement historique. Un effort coordonné, financé et priorisé au niveau national pour nettoyer le fleuve le plus sacré du monde. Des stations d'épuration seraient construites. Les rejets industriels seraient réglementés. Le Gange retrouverait sa pureté. Le Premier ministre, Rajiv Gandhi, a personnellement présidé la cérémonie de lancement sur les rives du fleuve à Varanasi. Le plan s'est étalé sur 14 ans et a englouti l'équivalent de plusieurs centaines de millions de dollars. Lorsque des chercheurs indépendants ont évalué le fleuve à son terme, les niveaux de contamination, dans la plupart des tronçons surveillés, étaient plus élevés qu'au début du programme. Loin d'être un échec discret, il fut documenté, analysé et publié. Et puis,
Avec cette capacité de résilience si particulière qui distingue le fonctionnement des institutions de l'apprentissage humain, l'on récidiva. Le Ganga Action Plan phase 2 fut lancé peu après la fin du premier. Il se poursuivit pendant des années, avec des résultats similaires. Vint ensuite la National Ganga River Basin Authority. Puis le programme Namami Gange, annoncé en 2014, avec un budget de 3 milliards de dollars, la plus grande intervention environnementale de l'histoire de l'Inde. Chaque nouveau programme était assorti d'une nouvelle image de marque, de nouveaux comités, de nouvelles échéances promises, et toujours le même fleuve, attendant patiemment en aval. Les raisons de l'échec ne sont pas un mystère. Elles ont été identifiées, publiées et ignorées avec une constance remarquable durant 4 décennies. Les stations d'épuration construites fonctionnaient fréquemment en dessous de leur capacité, voire pas du tout. Dans certains cas, des usines furent construites sans être reliées au réseau d'égouts qu'elles étaient censées traiter. Dans d'autres, elles furent édifiées à des emplacements qui avaient un sens hydraulique sur le papier, mais n'ont jamais été fonctionnels dans la pratique. La maintenance était sous-financée dès le départ. L'alimentation électrique des installations de traitement était intermittente. L'écart entre le volume d'eau usée que le Gange reçoit quotidiennement et la capacité de l'infrastructure construite pour l'intercepter est resté, après des milliards de dollars d'investissement, énorme. Le tableau n'était guère plus reluisant pour la réglementation industrielle. Les tanneries, les usines textiles, les sucreries et les papeteries le long du fleuve se sont vus imposer des normes de rejet. Des inspections furent programmées. Des amendes furent prélevées. Et les rejets ont continué, car les amendes étaient inférieures au coût de la mise en conformité. Les inspections étaient prévisibles, et la volonté politique de fermer des industries employant des centaines de milliers de personnes s'évaporait systématiquement au moment crucial. Mais il existe un troisième facteur qu'aucun budget d'infrastructure ne peut résoudre. Et c'est celui qui rend le Gange unique dans sa résistance à toute tentative de salut. Le fleuve est une déesse. Le nettoyer exige, au niveau culturel, de reconnaître qu'il est sale. Et pour des centaines de millions de personnes, cette reconnaissance n'est pas seulement inconfortable, elle est théologiquement incohérente. Ganga ne peut être polluée. Elle purifie tout ce qu'elle touche. Dire le contraire n'est pas une déclaration environnementale. C'est une déclaration religieuse. Et les déclarations religieuses, faites par des responsables gouvernementaux au sujet du fleuve le plus sacré de l'hindouisme, entraînent des conséquences que les stations d'épuration, elles, ne peuvent pas endiguer. Les prêtres se sont opposés à l'installation de crématoriums électriques qui réduiraient les cendres entrant dans le fleuve. Les communautés ont résisté à la délocalisation d'industries dont leurs moyens de subsistance dépendent. L'infrastructure des pèlerinages, ces villes temporaires construites pour des festivals comme la Kumbh Mela, génèrent des volumes de déchets qui font paraître dérisoire la charge d'eau usée permanente. Et démanteler ces festivals n'est pas une conversation qu'un homme politique indien est prêt à avoir. Le résultat est un fleuve qui a absorbé 40 ans de tentatives de sauvetage et qui en est ressorti, selon des indices mesurables, en pire. Non pas inchangé, mais en pire. 3 milliards de dollars, 4 décennies, des centaines de rapports, des douzaines de comités. Un seul fleuve qui attend toujours. 8e position, et nous allons vous révéler quelque chose qui va rendre tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent considérablement plus déroutant encore. Le Gange est en train de mourir. Et pourtant, il pourrait bien être vivant, d'une manière qu'aucun autre fleuve sur Terre ne l'est. En 1896,
Un médecin britannique, nommé Ernest Hanbury Hankin, publia un article dans une revue scientifique française qui sema une confusion considérable parmi ses collègues. Hankin avait étudié les épidémies de choléra en Inde et avait entrepris une démarche à la fois méthodique et inattendue. Il avait testé directement l'eau des fleuves Gange et Yamuna pour évaluer leur effet sur la bactérie du choléra. Ce qu'il découvrit fut que l'eau prélevée dans le Gange, même dans les tronçons fortement peuplés du fleuve, tuait le Vibrio cholerae en l'espace de 3 heures. L'eau qui avait été préalablement bouillie perdait entièrement cette propriété. Quelque chose dans l'eau brute du fleuve agissait d'une manière que la science de l'époque était incapable d'expliquer. Hankin parla d'une propriété antiseptique. Il ne put identifier le mécanisme. Il publia ses découvertes et passa à autre chose. L'article demeura dans la littérature scientifique pendant des décennies, occasionnellement cité, mais jamais entièrement expliqué. L'explication vint au XXe siècle, et elle émana de la virologie plutôt que de la chimie. Il s'avère que le Gange contient une concentration extraordinairement élevée de bactériophages, des virus qui ciblent et détruisent spécifiquement les bactéries. Les bactériophages ne sont pas rares dans la nature. Ils existent dans la plupart des sources d'eau. Cependant, la densité de phages dans le Gange, en particulier dans ses tronçons supérieurs, près de sa source himalayenne, est significativement plus élevée que dans des systèmes fluviaux comparables. Ces phages sont des chasseurs spécialisés. Ils s'attachent à des espèces bactériennes spécifiques, injectent leur matériel génétique, se répliquent à l'intérieur de la bactérie et la détruisent de l'intérieur. Ils sont, au sens le plus littéral, des antibiotiques naturels. Et le Gange les transporte en une abondance inhabituelle. Ceci constitue une partie de l'explication. L'autre partie provient de la géologie. Le Gange prend sa source au glacier de Gangotri dans l'Himalaya, à une altitude où la roche est antique et riche en minéraux. À mesure que l'eau de fonte se fraie un chemin à travers la géologie montagneuse, elle capte des composés, incluant des ions d'argent, qui possèdent des propriétés antimicrobiennes documentées, lesquelles persistent dans l'eau sur des distances considérables en aval. Le fleuve maintient également une teneur en oxygène dissous plus élevée que la plupart des fleuves de taille et de débit comparables, ce qui inhibe la croissance des bactéries anaérobies. La combinaison de la densité des phages, de la teneur en minéraux et des niveaux d'oxygène crée une chimie de l'eau qui est, dans ses tronçons supérieurs, véritablement et mesurablement hostile à certains agents pathogènes. Les officiers coloniaux britanniques au XIXe siècle remarquèrent quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer à l'époque. Les soldats stationnés en Inde, qui buvaient de l'eau filtrée du Gange lors de leur campagne, tombaient malades à des taux inférieurs à ceux qui buvaient de sources qui semblaient, à l'inspection visuelle, considérablement plus propres. Ils n'en connaissaient pas la raison. Ils consignèrent cette observation et la classèrent dans la catégorie générale des mystères indiens, aux côtés du tour de la corde et de la chaleur estivale. Considérez maintenant ce que cela signifie dans le contexte de tout ce qui a précédé. Le fleuve qui transporte le choléra tue aussi le choléra. Le fleuve qui incube des bactéries résistantes aux antibiotiques contient également des prédateurs viraux naturels de ces mêmes bactéries. Le fleuve qui reçoit les cendres, les eaux usées et les rejets industriels de 400 millions de personnes possède également une capacité d'auto-épuration qui, dans ses tronçons supérieurs et sous certaines conditions, fonctionne réellement. C'est le paradoxe du Gange,
et il est bien réel. Ce n'est pas du mysticisme habillé de langage scientifique. Les phages sont réels. Les propriétés antimicrobiennes sont documentées. Le mécanisme d'auto-épuration existe. Le problème, car il y en a toujours un, est l'échelle. La capacité d'auto-épuration du Gange a été calibrée par la géologie sur des millions d'années pour un fleuve existant dans une certaine condition, recevant une certaine charge. Ce pourquoi elle n'a jamais été calibrée, ce sont 400 millions de personnes, 10 000 usines et des décennies de rejets pharmaceutiques. Les phages sont réels, mais ils sont finis. La teneur en oxygène est mesurable, mais elle chute brusquement dans les tronçons inférieurs, où la pollution est la plus dense. La défense naturelle existe, et elle est en train d'être submergée au ralenti. Le Gange est un fleuve qui lutte pour sa propre survie depuis des décennies, utilisant des outils que la science commence seulement à comprendre. Cette lutte n'est pas terminée, mais le tableau de bord n'est pas encourageant. 9e place, et celle-ci vous fera remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur le fonctionnement du corps humain. Pendant des années, les chercheurs étudiant le Gange ont remarqué quelque chose qui ne correspondait pas au récit établi. Le fleuve était catastrophiquement contaminé. La science était formelle. Et pourtant, les populations qui vivaient le long de ses rives, qui buvaient son eau quotidiennement, qui s'y baignaient chaque matin, elles ne mouraient pas au taux que les niveaux de contamination prédisaient. Pas toutes, pas même la plupart d'entre elles. Quelque chose les protégeait, et ce n'était pas la foi. La réponse réside dans un processus peu spectaculaire, lent et véritablement extraordinaire: l'adaptation immunitaire générationnelle. Les communautés qui vivent le long du Gange depuis des siècles ont été exposées à son cocktail microbien spécifique de manière continue, sur des centaines de générations. Les individus dont le système immunitaire ne pouvait pas gérer cette exposition n'ont pas survécu pour transmettre leurs gènes. Ceux qui le pouvaient l'ont fait. Ce qui subsiste, après ce processus de filtrage brutal et impersonnel, est une population avec des réponses immunitaires mesurablement différentes aux agents pathogènes qui hospitaliseraient ou tueraient un visiteur en quelques jours. Ce n'est pas une théorie. Des études immunologiques menées sur des résidents de longue date de villes comme Varanasi ont révélé des profils d'anticorps qui diffèrent significativement de ceux des personnes élevées ailleurs en Inde, sans parler de l'étranger. Des marqueurs de résistance spécifiques apparaissent à des fréquences plus élevées dans ces populations. Leurs corps reconnaissent certaines souches bactériennes comme des menaces familières et réagissent plus vite, plus efficacement, avec moins de dommages collatéraux aux tissus environnants. Un touriste européen qui avale accidentellement de l'eau du Gange lors d'une promenade en bateau a de très fortes chances de tomber gravement malade en 48 heures. Un prêtre qui a effectué des rituels matinaux dans la même eau tous les jours pendant 30 ans pourrait ne rien ressentir du tout. Même eau, même bactéries, résultat complètement différent. Ce qui rend cela troublant plutôt que rassurant, c'est l'implication qui s'y dissimule. Cette adaptation a mis des siècles à se développer. Elle n'est pas transférable. Elle ne peut être mise en bouteille, répliquée en laboratoire ou distribuée aux centaines de milliers de pèlerins qui arrivent au fleuve chaque année depuis des villes et des pays où une telle adaptation n'existe pas. L'immunité appartient à une population spécifique, dans un lieu spécifique, résultat d'un processus historique spécifique et irréversible. Pour tous les autres, le fleuve demeure exactement aussi dangereux que les données de contamination le suggèrent. Et même pour ceux qui portent cette adaptation, elle a des limites. Elle a été développée pour un fleuve dans une certaine condition. Les souches résistantes aux antibiotiques,
qui émergent maintenant du Gange sont nouvelles. Nouvelles sur le plan évolutionnaire, apparaissant plus vite que toute population humaine ne peut s'y adapter. L'immunité héréditaire qui protège un prêtre de Varanasi du choléra du XIXe siècle ne lui offre aucun avantage particulier contre une bactérie qui n'existait pas sous sa forme actuelle avant les années 2000. Le Gange a façonné les populations qui vivaient à ses côtés. Aujourd'hui, il change plus vite qu'elles ne peuvent suivre. La dernière position, le numéro 1. Et celle-ci, c'est celle qui vous restera gravée dans la mémoire. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, la contamination, les bactéries, les tentatives de nettoyage avortées, le choléra, les organismes mutants, tout cela dépeint une rivière en pleine crise. Cette dernière entrée décrit quelque chose de différent. Elle décrit ce qui se passe après la crise, ce qui suit, ce que les scientifiques, qui ont passé leur carrière à étudier le Gange, disent maintenant à voix basse, dans un langage scientifique validé par les pairs, et qui, d'une certaine manière, rend la situation encore plus grave. Le Gange approche d'un seuil. Pas un seuil métaphorique. En hydrologie et en sciences de l'environnement, un point de bascule est le moment où un écosystème dégradé cesse de décliner progressivement pour commencer à s'effondrer de manière systémique. Lorsque les boucles de rétroaction, qui ralentissaient auparavant la détérioration, inversent leur cours et commencent au contraire à l'accélérer. Les récifs coralliens atteignent des points de bascule. Les forêts atteignent des points de bascule. Les rivières atteignent des points de bascule. Et les indicateurs que les chercheurs utilisent pour identifier la proximité de ce seuil, dans le Gange, s'allument un par un. Le glacier est le point de départ. Gangotri, le glacier himalayen qui alimente le fleuve, recule depuis plus d'un siècle. Au cours des dernières décennies, ce rythme s'est fortement accéléré. Actuellement, le glacier perd environ 22 mètres de longueur chaque année. L'eau de fonte qu'il libère augmente en fait le débit du fleuve à court terme. C'est pourquoi la crise n'est pas encore visible à l'œil nu depuis ses rives. Mais les glaciers ne sont pas inépuisables. Lorsque Gangotri atteindra une réduction de masse critique, et les projections actuelles situent ce moment du vivant des enfants nés aujourd'hui, le débit du Gange pendant la saison sèche chutera de manière spectaculaire. Pas progressivement, de manière spectaculaire. Le fleuve dont dépendent 400 millions de personnes pour leur eau potable ne sera pendant des mois chaque année qu'une infime partie de ce qu'il est actuellement. Imaginez maintenant ce volume d'eau réduit et versez-y la même quantité d'eau usée, de rejets industriels, de déchets pharmaceutiques et de cendres de crémation qui se déversent actuellement dans le fleuve. La concentration de chaque contaminant mesuré dans les études actuelles ne reste pas la même lorsque le niveau de l'eau baisse. Elle se multiplie. Moins d'eau transportant la même charge signifie que la densité toxique augmente proportionnellement. Les mécanismes d'auto-épuration qui fonctionnent actuellement, aussi inadéquatement que ce soit, dépendent du débit et de la teneur en oxygène. Tous deux s'effondrent lorsque le volume diminue. Les effets en aval s'étendent bien au-delà du fleuve lui-même. La plaine du Gange est l'une des régions les plus productives agricolement de la Terre. Elle nourrit des centaines de millions de personnes. Les nappes phréatiques qui irriguent ces champs sont rechargées par le fleuve. À mesure que le fleuve se réduit et que son eau devient de plus en plus inutilisable, le système agricole qui en dépend fait face à une crise à multiples facettes. Moins d'eau, plus d'eau contaminée, des sols moins productifs,
moins de nourriture. Des chercheurs d'institutions comme l'Institut indien de technologie et d'organismes climatiques internationaux ont modélisé ces scénarios en détail. Leurs conclusions ne sont pas des spéculations alarmistes, ce sont des projections validées par les pairs, basées sur les trajectoires actuelles. Et les trajectoires actuelles, sans une intervention d'une ampleur et d'une gravité qui ne s'est pas concrétisée en 40 ans de tentatives, mènent vers un point qu'il est véritablement difficile de décrire sans le mot catastrophe. 400 millions de personnes. Un seul fleuve. Un glacier qui disparaît selon un calendrier déjà écrit dans la glace. Les fidèles vous diront que Ganga ne peut pas mourir, qu'elle est descendue du ciel et y retournera à sa guise, que la déesse est éternelle, même quand l'eau ne l'est pas. Les scientifiques, eux, vous montreront les données. Les deux groupes se tiennent sur la même rive, observant la même eau, et arrivent à des conclusions irréconciliables. Le Gange se moque de savoir lequel d'entre eux a raison. Il continue simplement d'avancer, un peu plus lentement chaque année, un peu plus épais, un peu plus chaud, vers la mer.